Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui me fascine. Pourquoi est-ce que certaines histoires nous captivent complètement et d'autres, pas du tout? C'est la grande question. Pour y répondre, on va plonger dans un livre qui s'appelle The Story Grid de Sean Quain. Et ce n'est pas juste un manuel d'écriture, c'est la boîte à outils d'un éditeur, un pro qui a passé plus de 25 ans à analyser ce qui fait qu'une histoire, elle fonctionne. Oui, et il part d'un constat assez brutal sur le monde de l'édition aujourd'hui. Ah oui? En gros, il dit faut plus attendre qu'un éditeur prenne un manuscrit moyen pour en faire un chef-d'œuvre. Ils n'ont plus le temps ni les moyens. Du coup, c'est à l'auteur de devenir son propre éditeur. Son propre analyste, en quelque sorte. Exactement. Et The Story Grade, c'est ça. C'est un outil de diagnostic. Il le compare à un scanner médical pour un livre, pour voir objectivement ce qui va pas, et surtout où il faut intervenir. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'il commence pas directement par les techniques d'écriture. Il dresse d'abord un portrait assez direct du monde de l'édition. Il le divise en deux camps. C'est ça, hein? Oui, de camps presque irréconciliables, le littéraire et le commercial. D'un côté, le littéraire, là on cherche le prestige, la phrase parfaite, la critique élogieuse. Le genre Cormac McCarthy? Voilà. Les éditeurs de ce monde se voient un peu comme des gardiens de l'art avec un grand A. Et de l'autre, le commercial. Là, le but du jeu, c'est ce qu'il appelle la vélocité narrative. L'histoire qui t'attrape et que tu peux plus lâcher. C'est ça. Et ces éditeurs-là sont des empiristes. Ils regardent les chiffres, ils analysent le marché. Il cherche les niches. Il raconte d'ailleurs une anecdote là-dessus qui est absolument géniale. À une époque, il était éditeur de polar. Et il s'est mis à analyser les ventes par sous-genre, vraiment en détail. Il a trouvé quoi finalement? Il a vu deux choses. D'abord, une saturation totale des cosy. Tu sais, les petits polars sympas, souvent avec un chat sur la couverture. Je vois très bien. Et en même temps, un vide. Un vide immense dans la catégorie du détective privé hard-boiled, le polar noir et dur. Il a vu une opportunité que personne d'autre ne voyait en fait. Exactement. Au lieu de suivre la mode, il a publié dans le créneau que tout le monde avait abandonné. Et c'est comme ça qu'il a aidé à lancer des auteurs comme Harlan Coben ou Ian Rankin. C'est fou, juste en regardant les données. Juste en répondant à une demande du public qui était là, mais silencieuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne juge pas. Pour lui, le commercial, c'est pas vulgaire, le littéraire, c'est pas snob, c'est juste deux approches qui répondent à la même question, j'écris pour qui? J'écris pour qui? Voilà. Et la réponse change tout. Mais est-ce que cette frontière est encore aussi nette aujourd'hui? C'est justement ce qu'il dit, les deux cultures fusionnent. Les grandes maisons littéraires publient d'énormes best-sellers commerciaux, genre la trilogie Millennium. Ah oui. Et l'argent de ces succès, ça leur permet de financer des projets plus risqués, plus littéraires. L'un finance l'autre, c'est à l'écosystème, quoi. D'accord, donc si tout part des attentes du public, j'imagine que la notion de genre est centrale pour lui. C'est le cœur de sa machine. Pour Coyne, le genre, c'est pas une prison, c'est un contrat avec le lecteur. Quand t'achètes un thriller, t'attends pas la même chose qu'une comédie romantique. C'est une façon de gérer les attentes. Tout à fait. Et pour ça, il y a deux choses à soir. Les conventions et les scènes obligatoires. Alors, les conventions, c'est assez simple. C'est le décor. Un cadavre dans un polar, un quiproquo dans une comédie romantique. Le meilleur ami qui donne des conseils. C'est ça. Mais les scènes obligatoires, c'est plus subtil. Oui, ce sont les moments clés que le lecteur attend, même inconsciemment. C'est la promesse du genre. La révélation du monstre dans un film d'horreur ou... Ou la scène où le détective rassemble tout le monde pour révéler le coupable. Exactement. Si ça manque, le lecteur se sent floué. L'histoire semble pas finie. Il raconte une histoire terrible là-dessus. Une auteure très talentueuse avec qui il travaillait sur un thriller. Mhm. Ils avaient identifié une scène obligatoire. Le moment où le héros est à la merci du méchant. L'auteur l'a écrite, elle était parfaite, et puis elle l'a coupée, Non! Pourquoi? parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle a dit qu'un autre best-seller n'avait pas cette scène. L'exception qui confirme la règle pour elle. Voilà. Mais pour Coyne, c'était une erreur fatale. En trahissant cette attente, le livre n'a jamais fonctionné. Ça pose la question de la créativité, non? Est-ce que c'est pas un peu trop rigide comme approche? On pourrait le croire. Mais sa réponse, c'est qu'il faut connaître les règles sur le bout des doigts, justement pour pouvoir les transgresser. Les ignorer, c'est le plantage assuré. Les maîtriser pour les subvertir, c'est là qu'est le génie. C'est l'artisan qui connaît son bois avant de sculpter. C'est exactement ça. Et il donne l'exemple ultime, Vladimir Nabokov, avec Lolita. Ah, intéressant. Nabokov savait que son sujet, c'était un suicide commercial, impubliable. Alors il a fait quoi? Il a utilisé la structure la plus solide,
la plus universelle qui soit, Laquelle? l'arche-plot, la quête du héros. Il a fait de son monstre, Humber Humber, un protagoniste qui poursuit son but avec une détermination sans faille. Et la structure est si puissante qu'on se surprend à vouloir qu'il réussisse, même si son but est horrible. C'est incroyable. Il a utilisé la forme la plus classique pour faire passer le sujet le plus transgressif. Un coup de maître. Et justement, cette forme, cette structure, comment il l'a définie plus précisément? Oui, c'est 99% de ce qu'on lit ou regarde. Un protagoniste actif, un conflit externe, une fin fermée où tout est résolu, et un changement profond chez le personnage. De Star Wars à Harry Potter, en gros. C'est ça. Et il dit que cette structure est presque ancrée en nous. Il cite une histoire folle du psychanalyste Stephen Gross sur le 11 septembre. Ah oui, je vois de laquelle tu parles. Il raconte le cas d'une employée, Marissa Panigrosso, tour sud. Quand le premier avion a frappé l'autre tour, elle n'a pas réfléchi. Elle a évacué tout de suite. Pendant que beaucoup d'autres sont restés. Exactement. Parce que, selon l'analyse de Gross, face à un événement si nouveau, si chaotique, leur cerveau n'avait pas d'histoire à laquelle se raccrocher. Pas de scénario pour agir. L'arche-plot, c'est ce qui nous donne ces scénarios pour affronter le chaos. C'est pour ça qu'elle est si puissante. Et sur les côtés de la courbe, il y a les autres structures. D'un côté, le mini-plot, L'intrigue minimaliste. c'est ça, le territoire de la littérature, le conflit est interne, le protagoniste est plus passif, la fin est souvent ouverte, le but c'est de poser une question, pas de donner une réponse. Et à l'autre extrême, L'antiplot, la rébellion totale, l'idée que le monde n'a pas de sens, que la causalité est une illusion. en attendant Godot, ce genre de choses. Voilà. Mais Coyne insiste, pour écrire une bonne anti-intrigue, il faut maîtriser parfaitement l'arche-plot et le mini-plot. C'est une déconstruction consciente, pas juste du n'importe quoi. Ce que j'adore, c'est que c'est pas que de la théorie. Il donne des outils hyper concrets. Le premier est d'une simplicité bluffante. C'est la méthode Foolscap. Ah oui, la feuille de papier jaune. L'anecdote vient de son ami Steven Pressfield. Un jour, Pressfield galérait avec un roman. Un ami l'emmène déjeuner, prend une feuille, la divise en 3 et lui dit « Ton livre, il doit tenir là-dessus. Début, milieu, fin. Hook, build, payoff en anglais, l'hameçon, la construction, la récompense. C'est l'outil macro, la vue d'hélicoptère. Ça t'oblige à savoir où tu vas. Et une fois que tu as la carte, il sort le microscope. Et ça, c'est sa fameuse feuille de calcul StoryGrid. Le tableur Excel qui fait un peu peur au début. Un peu, oui, mais c'est d'une efficacité redoutable. L'idée, c'est de tout décomposer scène par scène. Et pour chaque scène, tu remplis des colonnes, nombre de mots, personnages, et surtout le changement de valeur. Le changement de valeur, c'est le cœur du réacteur. C'est la question clé. Quelle est la valeur en jeu? Vie contre mort, justice contre injustice. Et est-ce que cette valeur change au cours de la scène? Si on passe de l'espoir au désespoir, la scène fonctionne. Si rien ne bouge, c'est une scène morte, elle sert à rien. C'est un diagnostic sans pitié. En un coup d'œil, tu vois les passages à vide, les problèmes de rythme. Ça rend la structure visible, quantifiable. On passe de « je sens que ce chapitre est un peu mou » à « d'accord, sur ces 3 scènes, la valeur ne change pas, le problème est là ». C'est plus de l'intuition, c'est de l'analyse. Et il va encore plus loin. Il dit que chaque scène, pour fonctionner, doit avoir une sorte de moteur interne, en 5 temps. Les 5 commandements, Un nom un peu grandiloquent, mais l'idée est logique. Le premier, c'est l'incident déclencheur. l'étincelle, un truc inattendu qui casse l'équilibre. Puis, 2, la complication progressive. Les choses empirent et surtout, on ne peut plus revenir en arrière. La tension monte. Ce qui mène au point 3, la crise. Et pour lui, une vraie crise, c'est un dilemme impossible. Pas de bonne solution. C'est soit le meilleur des mauvais choix, Soit un choix entre deux biens inconciliables. L'exemple qu'il donne est parfait, c'est Kramer contre Kramer. ah oui, excellent. Le personnage de Dustin Hoffman doit choisir. Pour subvenir aux besoins de son fils, il doit réussir sa carrière. C'est un bien. Mais pour être un père présent, il doit sacrifier sa carrière. C'est un autre bien. Il ne peut pas avoir les deux. Et ce choix impossible définit qu'il est vraiment. C'est le cœur dramatique. Après la crise, il y a le 4e point, le climax. C'est la décision qu'il prend. Et enfin, le 5e, la résolution. Les conséquences de l'action. Et ce qui est génial, c'est que la résolution d'une scène devient souvent l'incident déclencheur de la suivante. Ça crée une chaîne de causalité implacable. Si ces 5 éléments sont là, la scène vit. Pour résumer, ce qui ressort de tout ça, c'est une sorte de... Démystification de l'écriture. complètement.
Coyne prend cet art qu'on imagine très inspiré, presque divin, et il le ramène à un artisanat, complexe, exigeant, mais un artisanat, avec ses outils, ses principes, sa logique. Il nous donne une méthode pour passer de l'intuition un peu floue à une vraie maîtrise technique. Et sa conclusion est à la fois libératrice et un peu glaçante. C'est-à-dire, Il dit que dans le système actuel, la seule personne qui se souciera assez de faire passer une histoire de assez bonne à inoubliable, c'est l'auteur. l'excellence repose entièrement sur ses épaules. Il doit être à la fois le créateur passionné et l'éditeur le plus impitoyable de son propre travail. C'est une sacrée responsabilité. C'est immense. Et ça m'amène à une dernière pensée en fait. Si cette grille est si efficace pour disséquer une fiction, ne pourrait-on pas l'appliquer à d'autres récits? Comme quoi? Je pense aux discours politiques, aux grandes campagnes de publicité, aux narratifs médiatiques. Si on utilisait cette grille pour identifier l'incident déclencheur qu'on nous présente, les complications, la crise, peut-être qu'on comprendrait mieux leur pouvoir de persuasion et qu'on deviendrait des spectateurs un peu plus critiques.